deuxième et dernière partie de la vidéo sur le fitness et les activités physiques pour la santé. Alors, il faut dire que les éléments à prendre en compte pour adapter le programme d'activité physique aux caractéristiques d'un sujet sont le sexe, l'âge, la classe de risque, les pathologies associées, la situation musculo-squelettique, la thérapie médicamenteuse, le résultat du test d'effort. Je vais faire une vidéo pour parler des tests. Les habitudes antérieures en matière d'exercice physique, la compréhension des modalités d'exécution du programme, l'adhésion aux objectifs fixés. Maintenant, on peut dire que l'effet conditionnant de l'entraînement physique découle d'un juste équilibre entre la fréquence de l'exercice, la durée de l'exercice, la spécificité de l'exercice et l'intensité de l'exercice. Je vais m'appesantir sur un élément, à savoir l'intensité. Il faut dire que l'intensité est l'un des éléments, l'un des principaux paramètres de dosage. Et l'intensité exprime le degré d'effort physique requis par l'exécution d'une activité donnée. Disons que les personnes âgées, l'intensité de l'exercice doit commencer à un niveau faible et progresser en fonction des préférences et de la tolérance individuelle. De nombreuses personnes âgées peuvent souffrir d'une grande variété de maladies. Donc, il est donc initialement nécessaire d'adopter une approche très prudente dans l'augmentation de l'intensité des exercices. C'est pour ça que je fais, c'est parce que tu vois certaines personnes qui sont à un certain âge, qui vont dans une salle de sport, ils font des exercices qui sont pas adaptés à leur situation de santé. Il est préférable de mesurer la fréquence cardiaque maximale chez les personnes âgées. Et les personnes âgées ont plus de chances de prendre des médicaments qui peuvent influencer la fréquence cardiaque maximale que les personnes jeunes. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Ça, c'était pour l'intensité. Si on parle de la fréquence, il faut dire que l'exercice réalisé à une intensité modérée devrait être pratiqué la plupart du jours de la semaine, donc majoritairement dans la semaine. Le deuxième point, c'est si l'exercice est pratiqué à un niveau intense, il devrait être pratiqué au moins 3 fois par semaine en alternance. Et disons qu'en général, la fréquence d'exécution du programme d'exercice physique est quotidienne si l'objectif est d'augmenter les capacités aérobiques. Il ne faut pas exagérer avec le nombre de séances d'entraînement, car si la fréquence est de 6 à 7 jours par semaine, donc pratiquement tous les jours, on peut observer un plateau dans la performance, une stagnation dans la performance et on court là un risque de surcharge. Si maintenant l'objectif est de réduire la masse grasse, de perdre du poids, il est possible de pratiquer une activité physique tous les jours. Donc on voit que l'objectif est très important. Maintenant, les entraînements ne devraient pas être totalement consécutifs pour permettre une récupération des sessions de travail. Le temps nécessaire pour obtenir des améliorations devrait être 3 jours par semaine pendant au moins 6 semaines. Parlons maintenant de la durée de l'exercice. Il faut dire que la durée et l'intensité s'interfèrent. Lorsque l'intensité de l'exercice est au-dessus d'un seuil minimal, la durée totale de l'exercice est importante pour obtenir les effets induits par l'entraînement. La durée d'une session d'exercice peut suivre 2 stratégies. Premièrement, être progressivement augmenté jusqu'à atteindre l'objectif. L'augmentation doit suivre le principe de l'adaptation. Donc, après avoir constaté que le sujet s'est adapté à l'effort et ne manifeste pas de fatigue excessive, c'est là où on peut augmenter. Maintenant, deuxième stratégie, être maintenu lorsque l'effet désiré a été atteint. Donc, on peut maintenir la durée d'une session lorsqu'on se rend compte que l'effet désiré a été atteint. La durée de l'exercice n'est pas nécessairement continue pour produire, n'est pas nécessairement important donc c'est pas important qu'il faut nécessairement continuer l'exercice pour produire des bénéfices. Donc, ceux qui ont du mal à soutenir l'exercice physique pendant 30 minutes, ou ceux qui préfèrent les périodes plus courtes d'exercice peuvent être encouragés à faire de l'exercice par des périodes de 10 minutes réparties dans la journée en fait. Pour éviter les blessures et garantir la sécurité des sujets plus âgés. Les sujets plus âgés devraient augmenter la durée de l'exercice, pas l'intensité. On augmente la durée mais pas l'intensité, c'est très important chez les personnes âgées. Si on parle maintenant d'un sujet qui vient dans une salle de fitness et dans un client et l'évaluation de leur état de santé, le professionnel doit déjà faire une première consultation avec le client
évaluer la comptabilité, développer des objectifs et établir un accord entre le client et le professionnel. Ça, c'est ce qu'on a dans une salle de finesse. Comprendre la procédure de dépistage pour évaluer l'état de santé avant de participer à une activité physique. Déjà. Évaluer et stratifier l'état de santé des clients potentiels. Reconnaître les personnes qui nécessitent d'être orientées vers un médecin spécialiste. Établir les objectifs de conditions physiques et de forme. Ceux qui s'inscrivent à un cours de finesse ont déjà franchi une étape importante. Donc, il est de la responsabilité de l'instructeur de finesse de les aider à, premièrement, bien connaître les composantes de la condition physique et de la forme. Analyser les conditions actuelles d'efficacité physique. Commencer ou continuer avec des habitudes d'exercice physique correctes. Adopter des comportements liés à la santé. Entreprendre les mesures nécessaires pour changer de comportement, un comportement néfaste pour la santé. Après avoir évalué les symptômes, il est recommandé que les sujets qui participent à des programmes d'exercice ou qui prévoient d'augmenter leur activité physique connaissent leur niveau de risque et la probabilité d'événements défavorables pendant l'activité. On a trois niveaux de risque. Le risque faible, le risque modéré, le risque élevé. Le risque faible, lorsqu'on a en face des individus qui sont asymptomatiques ou qui n'ont pas de facteur de risque. Le risque est modéré chez les personnes âgées. Lorsqu'on a chez les hommes, quand ils ont moins de 45 ans, les femmes, les hommes qui ont plus de 45 ans, les femmes qui ont plus de 55 ans. Et ces personnes âgées ayant au moins deux facteurs de risque parmi les deux facteurs de risque. Le risque est élevé chez les personnes qui présentent un ou plusieurs symptômes ou signes prédictifs de maladies cardiovasculaires, pulmonaires ou métaboliques. Maintenant, il y a certains événements qui sont plus courants. La douleur, le malaise à la poitrine, au cou, aux joues, aux bras et à d'autres zones qui peuvent être dues à une ischémie. La dyspnée au repos ou à un effort léger. Les vertiges ou encore syncope, ce qu'on appelle entre guillemets les évanouissements. Le besoin de s'asseoir pour se reposer confortablement. Donc la difficulté à respirer la nuit, ce qu'on appelle la dyspnée nocturne. Les œdèmes aux chevilles, c'est-à-dire le gonflement ou la rétention d'eau au niveau des chevilles. Les palpitations, donc la tachycardie. Maintenant, les méthodes pour améliorer l'attitude des personnes envers les exercices. Il y a plusieurs phases. On parle là des phases de disponibilité au changement du mode de vie. La première phase, la phase de pré-réflexion. C'est lorsque les personnes, les sujets expriment un manque d'intérêt pour changer leur mode de vie. En intervenant à cette étape, il est possible d'utiliser plusieurs arguments pour stimuler le changement. Ces arguments persuasifs peuvent être du matériel imprimé, des cours d'éducation, des interventions appropriées, de médecins spécialisés et de membres de la famille. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, la phase de réflexion. C'est lorsque les sujets évaluent s'ils veulent effectuer le changement. Disons que cette phase peut être influencée positivement en illustrant les avantages et les inconvénients du changement. La troisième phase, la phase de préparation. C'est lorsque les sujets effectuent des activités physiques sans atteindre celles recommandées. Par exemple, 30 minutes d'exercice modéré pendant 5 jours. La quatrième phase, c'est la phase d'action. C'est lorsque les sujets suivent un programme tel qu'il est prévu, mais pendant une période d'au moins 6 mois. Et enfin, la phase de maintien, c'est lorsque les patients suivent un programme au moins 6 mois ou plus. Si on parle des interventions pour stimuler et maintenir l'intérêt pour le programme d'exercice, disons que, en ce qui concerne le maintien de l'activité physique, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est la généralisation de l'activité. Parce qu'il convient de suggérer des activités visant à généraliser l'habitude d'exercice, qu'il s'agisse de le faire dans la salle de sport ou à la maison, à faire au long de la journée. Je prends des exemples sur le travail à pied, utiliser les escaliers, faire du jardinage. Deuxième point, le soutien social. Parce que dès le début du programme, le soutien des membres de la famille, des amis, des collègues de travail devrait être recherché par le sujet ou le patient. Donc, trouver au moins une personne avec laquelle faire de l'exercice aiderait mieux à accepter un programme qu'une personne de compagnie. Le troisième, le dernier point, la prévention de l'abandon, le point le plus important. Parce que le personnel technique devrait informer les utilisateurs des situations susceptibles de provoquer un abandon.